Bonjour à tous, je suis aujourd'hui en compagnie de Sybille Golac. Bonjour Sybille. Bonjour. Sybille est sociologue et chercheure au CNRS et elle travaille sur la question du patrimoine et du genre du patrimoine. Les écarts dans les familles entre les hommes et les femmes par rapport à leur patrimoine. Alors j'ai voulu poser la question à Sybille aussi, de savoir si finalement les femmes seraient moins compétentes que les hommes dans la gestion de leurs finances et de leur épargne. C'est ce qu'on va voir autour d'une discussion tout de suite avec Sybille. Alors, je suis Sybille Golac, je suis chercheuse au CNRS en sociologie et donc avec ma collègue Céline Bessière, qui est professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, on vient de publier un ouvrage qui s'appelle Le genre du capital, sous-titré Comment la famille reproduit les inégalités, dans lequel on explore la façon dont, dans les relations familiales, mais aussi dans les moments de rencontre entre les membres des familles et des professionnels qui les accompagnent, donc en particulier dans les héritages et les divorces, se construisent les inégalités de patrimoine, à la fois des inégalités entre familles, puisqu'il y a des familles qui ont du patrimoine et du patrimoine à transmettre, mais aussi à l'intérieur des familles, en particulier entre les femmes et les hommes, entre les maris et les épouses, et entre les sœurs et les frères. Alors, en termes d'écart, ce qu'il faut retenir, c'est donc ça, c'est des chiffres qui ont été établis par deux économistes, Nicolas Frémaux et Marion Le Turc. C'est que à la fin du XXe siècle, donc en 98, on pouvait établir à 9% l'écart de patrimoine entre femmes et hommes. Ce qui en fait est assez inférieur au niveau de revenus, aux écarts de revenus entre hommes et femmes, qui sont plutôt de l'ordre de 25%. Alors avant d'aller plus loin, juste pour préciser, Ouais, donc écart de revenus, c'est les revenus du salaire c'est- et du travail, voilà. c'est Oui, ça? c'est ça. Et le patrimoine, c'est ce qu'on possède finalement. Le patrimoine, c'est un stock, c'est effectivement ce qu'on possède à un instant donné. Et donc, cette différence, cette inégalité de stock de 9%, on voit qu'elle était assez inférieure aux inégalités de revenus du travail, parce que notamment la mise en couple, le fait que les gens se marient, et se marient le plus souvent sous le régime de la communauté de biens, faisait que finalement les inégalités de revenus, elles étaient réduites par cette mise en commun de l'argent au travers du mariage. Et on se rend compte que, alors que les inégalités de revenus ont légèrement baissé, je rappelle qu'elles sont quand même importantes, hein, les inégalités de salaire entre hommes et femmes. On n'est pas du tout arrivé à À l'égalité, parité, ouais. choses égales par ailleurs, à métier égal, position égale, etc. On reste à 12-13% de discrimination pure, sans compter le fait que généralement les femmes sont dans des emplois moins bien payés, plus souvent à temps partiel, etc. Donc ces inégalités, elles ont quand même un petit peu diminué de revenus, pendant que les inégalités de patrimoine, elles se creusaient jusqu'à atteindre 16%, donc avoir presque doublé en 2014, c'est-à-dire en moins de 20 ans. D'accord, oui. Là, il y a un creusement de ces inégalités de patrimoine, et c'est ça aussi qu'on cherchait à expliquer. Entre hommes et femmes célibataires, il n'y a que 9% d'écart de revenus, alors que ces écarts, ils montent à 45% pour les couples. 45, Euh, oui, pour c'est les considérable. couples. Donc la vie conjugale creuse considérablement les écarts de revenus entre hommes et femmes. Et c'est là qu'on saisit à quel point c'est lié à la prise en charge par les femmes des tâches domestiques dans le couple, au détriment de leur carrière professionnelle et en faveur de la carrière professionnelle des hommes. Puisque ce que montrent les chiffres aussi, c'est qu'alors que les femmes en couple ont des carrières professionnelles moins favorables que les femmes célibataires, et que leur carrière est encore plus défavorisée quand elles ont des enfants, c'est le contraire pour les hommes. Les hommes qui sont en couple, et encore plus quand ils ont des enfants, ont de plus belles carrières professionnelles que les hommes célibataires. Donc, effectivement, des chiffres qui sont assez impressionnants, des écarts qui se creusent de manière considérable, quoi. Moi, je m'intéresse du coup aux femmes en particulier, hein,
Mmh. et à leur envie et leur élan dans leur épargne et dans comment Mmh. est-ce qu'elles investissent leur épargne et en Mmh. particulier ben, leur présence sur tout ce qui est investissement locatif. Oui. Et en me posant ces questions, du coup, ben, je me suis un peu tournée vers d'abord mon premier cercle, mes amis, ma mère, hein, Mmh. mes copines, hein, et puis après j'ai un petit peu élargi. Hein. Je me suis rendu compte que les points de vue pouvaient être assez clivés en fait, hein, Mmh. mais que finalement, quand on pose la question aux femmes, ben, est-ce que vous avez envie d'investir? Est-ce que vous avez déjà investi pour faire fructifier votre épargne? Mmh. Oui, elles sont conscientes que, ben, ouais, ce serait intéressant. Pourquoi? Mmh. Pour, d'éventuels coups durs, Mmh. là, je suis en couple aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que l'avenir me réserve finalement, hein. Si je me sépare un jour, mais elles parlent en premier surtout de la retraite et des enfants. Oui. Alors cet aspect coup dur, du coup, c'est là que je fais le lien Mmh. 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 avec, ces notions, ben, de couple et qu'est-ce qui se passe dans le couple et qu'est-ce qui peut se passer le jour où malheureusement, on peut être amené à décider de se séparer. Oui. Alors, je pense que pour comprendre ce qui se passe au moment des séparations, il faut comprendre ce qui se passe dans le couple. Ce qu'on observe au moment des séparations, c'est effectivement que les femmes s'appauvrissent davantage que les hommes. Alors, en particulier du point de vue du patrimoine immobilier, les séparations ont des effets plus nets. Donc ça, on l'observe statistiquement Mmh. et on l'observe sur des cas particuliers. Les femmes ont beaucoup plus de difficultés à conserver leur patrimoine immobilier, à rester propriétaires de leur résidence principale comme d'autres biens immobiliers, Mmh. que ce soit des résidences secondaires ou des biens locatifs. Alors, pourquoi? D'abord, il y a le fait qu'elles ont des revenus moins importants que ceux de leur ex-conjoint. Mmh. Donc, si jamais le bien avait été acquis en faisant un emprunt, elles sont moins aptes que cet ex-conjoint à continuer à rembourser cet emprunt. On constate. Alors, pourquoi elles sont moins aptes? Elles sont moins aptes parce qu'elles ont des revenus moins importants. Pourquoi elles ont des revenus moins importants? Généralement parce qu'elles ont pris en charge l'essentiel des tâches domestiques et en particulier les tâches qui sont liées à l'arrivée des enfants. Mmh. Et Oui, c'est vrai que après la séparation, ces effets du partage des tâches domestiques sur la carrière professionnelle eh bien, deviennent très concrets puisqu'elles n'ont plus que leurs revenus pour vivre et finalement tous les bénéfices liés à leur investissement dans les tâches domestiques sur la carrière de leur conjoint, bah, elles les perdent. mmh. Euh, Lui, il les conserve. Donc c'est là que Et l'écart se creuse en fait. voilà, Mmh. c'est là que l'écart se creuse. Et, euh, et souvent, elles continuent à avoir la charge des enfants. Donc par ailleurs, elles doivent continuer à assumer cette charge, qui est aussi une charge économique, puisque bon, il faut les nourrir, il faut les vêtir, etc. Et aussi, c'est une charge économique parce qu'il faut continuer à adapter son emploi du temps, sa Mmh. carrière, la prise en charge des enfants. Donc, elles sont dans une position économique plus fragile. Et en plus de ça, ce qu'on observe, c'est que les hommes semblent plus légitimes, à la fois du point de vue du couple, mais aussi du point de vue des professionnels qui accompagnent les séparations. Ils paraissent plus légitimes à conserver les biens. Mmh. Donc, des biens qui peuvent être donc, à la fois du patrimoine immobilier et du patrimoine professionnel. Bah, par exemple, pour les notaires qui aident les couples à organiser leur séparation, aussi pour les avocats, eh bien, voilà, il apparaît toujours plus raisonnable que ce soit monsieur, hein, là je reprends Mmh. la façon dont les professionnels parlent, que ce soit monsieur qui conserve ses biens puisqu'il a un revenu plus important, il sera plus apte à gérer ses biens, etc. Et finalement, un peu dans l'intérêt de la famille au sens large, donc notamment des enfants, on considère bah voilà, qu'il vaut mieux que ce soit l'homme qui reste propriétaire des biens, qu'il les gère, Mmh. qu'on pourrait imaginer un système où il paierait une pension beaucoup plus importante à madame, et c'est elle qui gérerait les biens en question. Et ça, c'est une logique qui est commune à la fois aux Mmh. héritages et au divorce, où voilà, les hommes paraissent toujours plus légitimes à conserver les biens et à les gérer. Mmh. Alors par contre, ils paraissent plus légitimes. Bon après si on pousse un petit peu cette question, est-ce qu'ils le sont vraiment?
plus légitime? Enfin, je veux dire, est-ce que, il y a une réelle raison de privilégier les hommes versus les femmes? Rassurez-moi, s'il Alors vous ça, plaît. c'est Alors en fait, c'est une question qui est assez compliquée parce que en fait, il y a évidemment pas de raison a priori, hein. Les femmes sont tout aussi capables dans l'absolu de gérer les biens que les hommes, mais il se trouve que en fait, dès un âge assez jeune, euh, dans les familles, on va déjà construire des rôles féminins et masculins. Donc c'est une affaire de genre, hein, ça veut dire, et c'est là qu'on voit que c'est pas une fatalité, que dans une fratrie où il y aura que des filles, par exemple, il peut y en avoir une qui est plus socialisée que les autres, justement, à se soucier du patrimoine familial, de sa gestion, de sa conservation, dans les familles où il y a du patrimoine. Il se trouve qu'en l'occurrence, quand il y a un garçon, souvent il sera davantage socialisé. Alors quand il y a une entreprise familiale, encore plus, hein, on le prépare à reprendre l'entreprise familiale. Et ce qu'on observe de fait, c'est que alors en particulier dans les familles riches, là je pense aux travaux d'une sociologue Camille Arlin-Giret qui a travaillé sur les assujettis à l'ISF, où elle que dans ces familles, c'est vraiment les hommes qui prennent en charge la gestion du patrimoine, et que dans les couples, finalement, se poursuit la dynamique qui a pu être enclenchée dans la famille d'origine. Et donc, de fait, les hommes ont davantage l'habitude de gérer le patrimoine. En revanche, ce sont davantage les femmes qui gèrent l'économie quotidienne. Et dans les milieux populaires, ce sont la plupart du temps les femmes qui ont en charge la gestion du budget. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire que les femmes ne sont pas capables de gérer de l'argent. En fait, elles le font, mais elles sont davantage assignées à gérer l'argent du quotidien, à assurer le niveau de vie quotidien du ménage, tandis que les hommes se spécialisent. Voilà, quand commence à y avoir de l'argent, eh bien, les hommes qui se spécialisent dans la gestion de cet argent. Et ce que montre Camille Erlinger, c'est qu'il y a même une production de l'ignorance des femmes. C'est-à-dire que dans ces familles-là, on va parfois de façon sciemment tenir les femmes à l'écart. Et en fait, et c'est là aussi que les professionnels jouent un rôle, c'est que les professionnels, ils proposent des services notamment d'optimisation fiscale. Ouais. Ces services d'optimisation fiscale, ils permettent aux gens de construire leur patrimoine, de gérer leur patrimoine en minimisant finalement ce qu'ils vont avoir à déclarer au fisc. Et en fait, cette optimisation fiscale, elle permet aussi au moment des séparations de tenir dans l'ignorance les femmes. C'est-à-dire que les hommes, c'est eux qui gèrent l'argent du ménage, c'est eux qui ont connaissance en fait des comment... techniques peut-être ou des Pardon ? c'est les hommes, pardon, ouais, peut-être mon micro est mal placé. Ce seraient les hommes en fait qui connaîtraient finalement les techniques ou les règles du jeu et du coup, ben, forcément, ils restent dans Oui, cette mouvance et pour pas peut-être embêter alors madame, hein, c'est ça. comme on dirait dans les milieux notaires et Ouais. compagnie. Ben, on va pas la tracasser, donc on l'implique pas. En fait, ce sera un petit peu ça finalement, hein. Oui, c'est ça. Elles sont pas impliquées. Dans les travaux de Camille Erlinger, on voit qu'il y a plusieurs façons de le dire, hein. Des façons comme ça ça l'intéresse pas, voilà, on va pas l'embêter avec ça, mais aussi parfois, de toute façon, elle serait pas capable, quoi. Ça peut être beaucoup plus négatif que juste on va pas l'embêter. On va pas D'accord, l'embêter OK. avec ça. Et il y avait eu là-dessus une affaire assez, qui montrait assez bien comment ça fonctionnait. C'est quand il y a eu les Panama Papers, on montrait comment des grandes fortunes avaient défiscalisé Massivement. voilà, toute une partie de leur patrimoine. Eh bien, il y avait un des hommes concernés par ces Panama Papers qui était en plein divorce et son ex-conjointe avait découvert à l'occasion des Panama Papers qu'il sous-estimait, qu'il avait divisé par 10 la réalité de sa fortune. Donc voilà, donc le fait que ce soit les hommes qui gèrent l'argent
ce soit eux qui sont en contact avec les professionnels, fait qu'ils ont une connaissance de tout un tas de techniques pour protéger leur patrimoine, que par ailleurs, ils sont proches de ces professionnels qui, du coup, au moment où ils se séparent, vont les accompagner de façon très personnalisée parce que c'est leurs clients réguliers. Tandis que les femmes, elles, connaissent moins bonne connaissance du patrimoine du couple, sont bien moins familières de toutes les techniques juridiques pour jouer sur les estimations du patrimoine et sont moins accompagnées par les professionnels. Les Mmh. professionnels. Et, D'accord. Alors, si on résume, du coup, il y a une notion en fait de rôle, hein, qui potentiellement est attribuée dès l'enfance ou, mm, dès, finalement, dans le cadre des familles mm, ou, ben, dans la fratrie, hein, il y a peut-être ouais, un enfant qui est un peu plus intéressé au départ. S'il y a mm, que 10 sœurs, bon, bah, il y en aura peut-être une qui sort du lot et sinon potentiellement, on s'aperçoit que c'est plus vraisemblablement des garçons dès le départ, en fait. Qui sont un peu, voilà. à qui on donne ce rôle, en fait. Oui, et on leur donne pas On instruit dans cette direction-là. Oui, alors on leur donne pas ce rôle par hasard, c'est-à-dire que effectivement, alors même qu'aujourd'hui les femmes sont plus diplômées que les hommes sont plus fréquemment cadres que les femmes. Mmh mh. C'est-à-dire qu'il y a une articulation entre ce qui se passe dans la famille et les discriminations sur le marché du travail. On pourrait dire qu'objectivement, les garçons ont plus de chances de réussir socialement. Et Mmh. donc, il y a une sorte de rationalité pas toujours consciente à pousser le Ouais. garçon, Mmh. investir dans le garçon comme porteur du statut social familial. Donc les garçons, ils sont quand même, finalement, traités un peu différemment. C'est aussi finalement des questions, culturelles, en fait. J'imagine bien que, il y a beaucoup de choses qui sont pas faites, hein, de manière consciente, et on n'a pas toujours la volonté de dire, c'est forcément, le garçon, de la famille qui, va faire, carrière et cetera et on n'isole pas forcément consciemment les femmes. D'ailleurs, si elles ont plus de diplômes en moyenne que les hommes, c'est bien qu'il y a autre chose aussi qui doit bloquer, Oui, oui, des qu'on freins. investit dans leur, on investit dans leur réussite scolaire. Effectivement, c'est pas une volonté des parents d'empêcher les filles et même pas forcément de valoriser les garçons. Mais en fait, il y a effectivement un ensemble de choses. Par exemple, pendant très longtemps, il y a eu que les hommes qui pouvaient transmettre leur nom de famille. Et Ouais, donc, à partir ouais, c'est du vrai. moment où c'est le garçon qui transmet le nom, euh, Mmh. les On va faire des logiques choix peut-être. sociales Mmh. de continuité familiale, d'assurer la transmission du statut familial, logiquement, vont plus se porter sur celui qui Mmh. transmet. Et ça, quand on enquête auprès des familles, on se rend compte qu'y compris dans des familles, je veux dire, on ne parle pas là de famille de la haute bourgeoisie ou de la noblesse, hein, mais Mmh. là, je pense à une famille de maçons, eh bien, oui, c'est le fils qui l'hérite. On considère comme l'héritier du père parce que c'est lui qui transmet le nom. Et que Mmh. finalement, ça paraît assez logique à tout le monde que ce soit lui qui soit maçon comme son père. Mmh. Et on voit aussi, hein, dans ce cas de la maçonnerie, par exemple, qu'il y a à la fois ce qui se passe dans la famille, mais ça s'articule avec ce qui se passe dans le monde du travail, puisque dans cette famille-là, par exemple, il y a une des sœurs qui accompagne aussi son père sur les chantiers, mais à force de subir des remarques et des discriminations au travail, elle a arrêté. Donc voilà, il y a tout un tas de logiques sociales qui vont toutes Mmh. dans le même sens, en fait. Mmh. Et il n'y a pas besoin d'une volonté Mmh. consciente d'un Mmh. traitement inégal pour que ça se produise. Du côté des professionnels, c'est aussi le cas. On a rencontré une avocate comme ça qui était réputée être très pugnace et donc défendre prioritairement des femmes. Mmh. Et même, on l'a vu dans un dossier d'une femme d'agriculteur Mmh. où en gros, elle essayait de lui expliquer. Cette femme, en fait, voulait prétendre à une partie très réduite du patrimoine conjugal. Et donc, elle a essayé de lui expliquer ses droits, qu'elle Mmh. avait le droit à plus, etc. Et puis, quand on discute avec elle en aparté, elle dit, bah voilà, je rebooste ma cliente, je l'encourage à faire valoir ses droits. Maintenant, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir obliger ce monsieur à vendre son entreprise qui pourtant théoriquement appartient aux deux conjoints à part égale. Hein. On ne Mmh. va pas l'obliger à vendre son entreprise
pour que madame récupère sa pleine part, enfin la part à laquelle elle a le droit. Et du coup, il va falloir en rabattre sur nos prétentions. Donc elle-même, elle a quand même en tête, voilà, on ne peut pas obliger un homme à vendre son entreprise pour que chaque conjoint récupère. Donc la femme va se retrouver dans une situation économique catastrophique, mais on aura préservé l'entreprise et elle restera aux mains du monsieur. Donc même dans les professions, enfin, et surtout j'ai l'impression dans les professions, il me semble que c'est un point important qui est décrit finalement dans votre livre, ces notions on privilégie le fait de garder finalement les entreprises pérennes, etc. Ça va défavoriser finalement les femmes, hein. Et donc, malheureusement, en fait, les conséquences, c'est que les écarts se creusent une fois de plus, hein, et on va créer des situations pour des femmes dans le cadre de séparation qui sont vraiment très, très compliquées pour elles, hein. Alors, ce que vous disiez aussi, donc, par rapport aux garçons, donc il y a le rôle, il y a aussi le fait qu'on mette un peu les femmes à l'écart en disant ça va pas les intéresser, donc je les implique pas dans mes investissements quand je dis je suis l'homme dans le couple, hein. Du coup, les hommes ont plus de connaissances, simplement techniques. Ils ont plus de relations aussi et de réseaux de professionnels dans ce domaine-là. Et donc, progressivement, finalement, ça isole de plus en plus les femmes qui peuvent découvrir tout d'un coup, en fait, des choses le jour soit même d'une succession, en fait, hein, le conjoint décède, par exemple, ou d'une séparation, ce qui est peut-être le cas plus souvent. Donc, Tout à fait. alors, ça paraît assez inextricable, en fait, parce que ça fait boule de neige. Oui. On se dit, comment sortir de ces boucles, en fait, hein. Et puis, est-ce qu'il y a, en dehors de révolutionner la culture et les habitudes, en fait, mais ça, on peut se dire que ça risque de prendre quand même des décennies et des décennies, hein. Est-ce qu'il y a moyen, finalement, à, je ne sais pas, motiver les femmes dans le cadre d'un couple, hein, même quand tout se passe bien, et d'autant plus quand tout se passe bien, à peut-être prendre les choses en main, s'intéresser, enfin, comment qu'est-ce qu'on pourrait leur recommander, finalement? Alors, il y a une première chose qui explique notamment les écarts, l'augmentation des écarts de patrimoine entre hommes et femmes, c'est ce qu'on appelle l'individualisation des patrimoines. C'est-à-dire que les gens se marient moins qu'avant, et quand ils se marient, plus souvent en séparation de biens. Et ça, c'est au détriment des femmes, puisqu'elles gagnent moins. Du coup, il y a moins une mise en commun finalement, les inégalités à cause de cette individualisation des patrimoines, les inégalités de revenus se cristallisent en fait de plus en plus en inégalités de patrimoine. Donc c'est finalement pas une si bonne chose, en fait, la séparation? Non, c'est pas une si bonne chose. En fait, souvent, cette individualisation du patrimoine, elle se présente comme une forme relativement égalitaire qui serait une façon de respecter l'indépendance économique de chacun des conjoints. Sauf que l'indépendance économique, elle est de façade. C'est-à-dire que, certes, les femmes travaillent, elles ont un revenu qui peut leur permettre de vivre plus ou moins bien, mais qui est moins important que celui des hommes. Et là où l'indépendance économique, surtout, elle est de façade, c'est que les hommes ne sont pas indépendants économiquement des femmes. Et ce qui est assez... là où il y a une astuce, c'est que finalement, l'homme a souvent l'air de gagner plus. On dit c'est lui qui fait vivre la famille. Sauf qu'en réalité, c'est précisément le contraire. C'est-à-dire que le partage des tâches domestiques, les femmes assurent les 2/3 du temps de travail domestique. Les hommes ne pourraient pas faire carrière sans cette prise en charge par les femmes de l'essentiel du travail domestique, qui est d'autant plus forte qu'il y a des enfants et qui sont nombreux, et que ce travail domestique, lui, n'est pas rémunéré. Donc, il me semble qu'une des clés, c'est alors soit d'essayer d'avoir un partage plus égal des tâches dans son couple et un respect le plus possible des carrières de chacun, mais aussi que les femmes se sentent légitimes, en fait, à avoir l'argent que gagne leur conjoint, parce qu'elles, le travail qu'elles fournissent à la maison, personne ne va leur payer. Voilà, le travail domestique, effectivement. Alors, il me semble que ce terme travail domestique, hein, date de pas si longtemps que ça non plus. En fait, on parlait plutôt de tâches ménagères à l'époque de ma grand-mère, par exemple, hein, c'est ça. Donc déjà, bon, c'est effectivement un travail.
Et c'est un travail par contre qu'on ne calcule pas en termes évidemment de rémunération, mais non plus, en termes de valeur, quoi. En fait, on lui donne pas de valeur aujourd'hui, en tout cas. Alors, donc il y a des travaux d'économistes quand même, donc depuis les années 60, et notamment les écrits de Christine Delphi en France, c'est ces travaux de ce qu'on appelle les féministes matérialistes qui ont montré que ces tâches domestiques, c'était du travail et que c'était du travail gratuit. Mmh. Donc, une forme d'exploitation des femmes par les hommes. Et depuis, il y a des économistes féministes qui ont tenté d'évaluer ce travail. Alors c'est compliqué parce qu'on peut faire des choix assez différents. On peut soit considérer le prix auquel, par exemple, on paye une femme de ménage, une babysitter. Enfin voilà, on peut essayer de calculer un espèce d'équivalent. Alors quand on fait ça, on se rend compte que ce travail domestique, il représente un tiers du PIB, quoi. Ah oui, c'est considérable. Là, c'est considérable. Et pourtant, c'est une évaluation assez basse. Parce que Ah oui. précisément, ces tâches, elles sont généralement très mal rémunérées sur le marché du travail. Hein, on s'en Ah est oui, rendu compte c'est sûr. récemment là, avec la crise du coronavirus. Ce travail d'entretien, de soins de ces femmes en première ligne, ce sont parmi les professions les moins bien payées. Donc, si on pourrait faire des évaluations maximales qui seraient au coût d'opportunité de la prise en charge de ce travail domestique, c'est-à-dire qu'est-ce que les femmes, qui en plus sont plus diplômées que les hommes, gagneraient si tout ce temps, elles l'utilisaient à travailler de façon rémunérée, étant donné leur niveau de diplôme. Bon, là, on atteindrait des niveaux de valeur de ce travail colossaux, quoi. Mmh. Et, Sûr, oui. et en fait, c'est... donc, pour redire les choses bien clairement, hein, quand on regarde les enquêtes emploi du temps de l'INSEE qui examinent précisément à quoi les gens passent leur temps 10 minutes par 10 minutes sur toute une semaine, on se rend compte que dans les couples avec enfants, si on prend à la fois le travail professionnel rémunéré et le travail gratuit à la maison, les hommes travaillent 51 heures par semaine et les femmes 54. Mmh. Donc, elle travaille nettement plus. Par contre, elle, il y a 2 tiers de ce temps de travail qui est gratuit, alors pour les hommes, c'est seulement un tiers. Donc voilà, Oui, il donc faut... ça, Une des premières choses à dire, c'est que dans un couple hétérosexuel, la femme est en fait, a une légitimité mmh. d'appropriation de l'argent gagné par son conjoint sur le marché du travail, parce que cet argent, il est gagné, la carrière de son mari, il la doit aussi au travail que sa femme fait pour faire vivre la maison. Et qu'à partir de ce moment-là, qu'elle se sente légitime à s'investir dans la gestion de cet argent. D'accord, donc il faut bien garder Qu'elle en se tête, sente... cette notion de légitimité. Enfin, il y a pas de frein à avoir par Ouais. rapport à ça, sur, finalement les revenus globaux du couple, en fait, et du foyer. Alors si je résume ces chiffres-là, sur une semaine, en gros, et puis c'est des moyennes, hein, bien sûr, donc ça va pas être la même Ouais. chose dans tous les foyers, mais un homme va travailler Oui, c'est 51 sûr. heures, il aura, Oui, le reste en temps «libre» entre guillemets. Une ouais, femme, 54 heures, c'est ça? Il y a 4 heures d'écart? c'est ça. Donc à eux Mm. 2, ils travaillent 105 heures. C'est ça. Et Mm. l'homme va avoir un salaire, X, hein, la femme Mm. Y est plus bas, hein, Mm. et du coup, la femme, elle aura gagné moins d'argent pour plus de temps de travail et moins de temps libre. Et j'imagine, Voilà. alors là, on va arriver aux questions qui me préoccupent. C'est vrai que, ben, le temps Mm. libre, il peut être consacré, pour, son plaisir, Mm. Mm. bien sûr, ses passions et cetera, mais aussi peut-être à se renseigner sur ces questions, d'investissement, Tout à fait. heu, plus généraux. C'est sûr que si un homme, Mm. a, 3 heures de plus par semaine à consacrer, je prends mon exemple Mm. d'investissement immobilier puisque c'est Ouais. mon sujet, hein. 3 heures de plus à, faire des visites d'appartements et compagnie, Mm. bah, forcément il va avancer plus vite, il va avoir plus de résultats, hein, plus rapidement, et ainsi de suite. Ça fait à nouveau, ça fait levier, en fait. Oui. Oui, oui, oui. Donc ça, sur la question de l'investissement locatif, l'enquête patrimoine, elle nous permet de savoir si on prend les biens locatifs immobiliers détenus par des couples, elle permet de savoir qui les possède. D'accord. Donc, dans 54% des cas, c'est les deux conjoints à égalité. Mmh. À Euh, égalité simplement parce que, ils ont un contrat de mariage qui fait que,
ils sont à égalité? Là, on est dans le cadre du mariage ou simplement dans le cadre Alors, pas d'investissement? forcément dans le cadre du OK, mariage. Ça peut être aussi d'accord. des gens en union libre qui ont acheté en indivision à part égale. Moitié-moitié. Mmh. D'accord. Voilà. Donc combien? Alors, 51% possèdent des biens immobiliers, locatifs c'est à part égale? 54%. D'accord. 54%. Alors là, en fait, on est sur une base de données par bien. Donc, c'est 54% des biens immobiliers locatifs possédés par des couples sont détenus à part égale par les conjoints. Mmh. Il y en a 18% qui sont détenus par l'homme uniquement. Mmh. 11% par une femme uniquement. Et alors ensuite, 7% par l'homme avec d'autres personnes. Donc ça peut être typiquement un bien hérité qui est détenu avec des frères et sœurs. Et dans 5% des cas, par la femme avec Mmh. d'autres personnes. Et puis 4% par le couple avec encore d'autres gens. Puis après, il y a des configurations. Donc 1% des cas, c'est l'homme et la femme, mais l'homme en détient plus. En fait, ce qu'on voit bien, c'est que il y a des situations dans lesquelles c'est la femme qui possède ce bien ou c'est elle et d'autres personnes, mais c'est 2 fois moins souvent que des cas où c'est l'homme qui Mmh. possède seul Mmh. le bien. Mais effectivement, hein, le fait de pouvoir accéder à cette propriété locative, ça nécessite donc à la fois de l'argent, c'est-à-dire d'avoir une épargne personnelle. Et là, une fois de plus, les femmes doivent se sentir légitimes dans la gestion du budget du couple, à avoir peut-être, arrivé à la fin du mois, à une épargne semblable à celle de Mmh. l'homme, dans lesquels chacun participe à égalité aux charges du ménage, alors qu'en réalité, la femme travaille beaucoup moins, enfin, pardon, pas travaille beaucoup moins, mais gagne beaucoup moins d'argent. Donc, elle n'épargne pas pendant que Mmh. épargne. Il y a des couples dans lesquels, situation plus favorable, chacun participe en fonction de la part de son revenu dans le revenu global. Une autre façon de calculer qui pourrait être intéressante, Mmh. c'est de décompter l'épargne à la fin du mois. Une Mmh. fois qu'on a décidé qu'au final, la femme travaille autant, si ce n'est plus que l'homme quand Mmh. on Oui, ça fait pourrait être, la l'idée statistique. d'avoir, une sorte de tirelire commune pour, Voilà. l'épargne. Oui. Chacun, contribue à l'épargne commune Ouais. à hauteur de leurs revenus, en fait, hein. Bon, Voilà. après ça, c'est Et on vrai que l'a c'est et parce que donc soit la femme doit se sentir légitime dans la gestion du patrimoine du couple. Une autre façon aussi de raisonner pourrait être de dire qu'elle doit se sentir légitime à se constituer une épargne personnelle qu'elle gère librement. Et pour la gérer librement, il faut aussi, comme vous dites, du temps. mmh. Puisque ces investissements, c'est vrai pour l'investissement locatif, mais d'autres formes d'investissement, ça nécessite effectivement un peu Bah, du de... temps pour, si on parle d'investissement, immobilier pour, trouver, les biens, peut-être pour les gérer, hein, Ouais. pour se former, que ce soit Mm. différents types d'investissements, pour rencontrer, créer son réseau, travailler, dessus tout simplement. Enfin, c'est vrai que ça se fait pas tout seul Ouais. en fait, parce qu'on Mm, délègue mm, pas mm. non plus, 100% Mm. de ce genre de projet. Ouais. Si on résume un petit peu, hein, finalement, on a en tête, hein, que, quand il y a un écart de salaire entre hommes et femmes, hein, et ben, on dit que c'est l'homme qui contribue, Mm, mm. finalement aux charges du foyer, hein. Mais en réalité, ça, c'est quand on ne tient pas compte, hein, du fait que le travail domestique, pourrait être valorisé, hein, et du coup, Mm. sans doute que là, les choses s'inverseraient, en fait, hein. Alors Ouais. c'est vrai que ça me fait penser, hein, à, parce que tout ce qui est travail domestique, alors on sort un petit peu du sujet, mais et c'est peut-être des générations un peu plus anciennes aussi, hein. Peut-être qu'aujourd'hui le partage des tâches, s'équilibre un petit peu plus Mm. entre hommes et femmes, dans ma génération, les générations plus jeunes, hein. Je pense Mm. à mes beaux-parents, en fait, tout simplement, hein. Mm. Malheureusement, ma belle-mère est décédée il y a très peu de temps. Bah, tout d'un coup, c'est la catastrophe au Mm. sens propre du terme, en fait. Mon beau-père, Mm. n'avait jamais utilisé un four micro-ondes, n'avait Mm. jamais fait Oui. cuire, grand-chose, en fait. Mm. 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 Donc il allait acheter le pain, il faisait des courses, très, très bien. Mais du coup, oui, Mm. c'est effectivement, ben, Mm. la double,
la double difficulté déjà, émotionnelle de perdre, son Ben oui. conjoint et puis, ensuite de se retrouver totalement, incapable, hein, parce que, ben, il ne sait pas faire, il a jamais fait et cetera. Donc c'est là qu'on peut-être que lui se rend compte, à ses dépens que Mmh finalement mh. son épouse, elle faisait énormément de choses et elle se la coulait pas douce du tout, quoi. Mmh mh, mmh. Ouais. Bah, je souris, mais c'est effectivement Mmh. le lot malheureusement de beaucoup de veufs d'un Mmh. certain âge aujourd'hui, en fait, je crois. Oui, oui, oui. Non, c'est enfin, le c'est là qu'on saisit effectivement la dépendance économique des hommes. C'est-à-dire que, voilà, pour prendre en charge tout un certain nombre de tâches, heu, ils ont un problème de compétences, hein, eux aussi. Ils ont pas été socialisés à ça depuis leur plus tendre enfance et On puis, inverse les choses, voilà, on redit la même voilà, chose du contrairement aux côté, femmes. domestique. Mmh. Voilà, mais voilà, l'enjeu, c'est aussi qu'ils s'approprient peut-être ces tâches-là. Il faut savoir que le temps de travail domestique des femmes a diminué, mais c'est lié à une très, très faible augmentation du travail domestique des hommes, hein. Oui, Ils en font pas beaucoup plus qu'avant. C'est davantage lié, à l'apparition, typiquement, il y a des choses comme la machine à laver oui, qui ont permis de faire, baisser très, très fort le temps de travail domestique des femmes. ouais, Plus ouais. l'investissement des hommes dans les tâches domestiques, en fait. Mmh mh. OK, merci Sybille. Alors juste pour conclure en fait, hein, puisque moi mon point de départ, hein, c'était de me poser la question, alors un peu avec une certaine provocation, hein, quand même, hein, Mmh. les femmes seraient-elles moins capables de gérer leur épargne et leurs finances que les hommes? C'est sûr que, les femmes sont autant capables que les hommes de gérer de l'argent. On le voit par 2 choses. D'abord, dans les métiers, nous, les professionnels qu'on a rencontrés, comme, les avocates et les notaires qui travaillent ces questions patrimoniales, auprès des familles, il y a énormément de femmes et elles le font très bien. Donc évidemment, les femmes peuvent s'occuper de ces questions. Une autre preuve de ça, c'est que dans les classes populaires, les personnes qui gèrent les budgets familiaux les plus difficiles à gérer parce qu'ils sont extrêmement contraints, et qui arrivent à joindre malgré tout les deux bouts et nourrir leurs enfants, ce sont les femmes. Donc ça, c'est sûr que les femmes sont capables de gérer de l'argent, de gérer du patrimoine, mais qu'effectivement, la société globalement les considère comme peu légitimes à le faire, alors même que dans les couples hétérosexuels et en particulier avec enfants, elles travaillent plus elles Mmh. travaillent que les hommes. Et, et ça, c'est sur cette légitimité, enfin c'est sur la reconnaissance de ce travail gratuit et sur la légitimité économique des femmes qu'il faut avancer. Donc, est-ce que vous auriez une dernière recommandation à donner à nos auditrices qui, du coup, découvriraient ces chiffres et cette, réalité des choses, finalement? Ma recommandation, c'est ça, c'est se sentir légitime à s'approprier du patrimoine qui a été accumulé grâce à leur travail, même si on a tendance à ne pas appeler ce travail et à penser que ce travail, il fait de la plupart des femmes des sujets économiques aussi légitimes au moins aussi légitimes que leurs conjoints. Mmh. D'accord, merci beaucoup Sybille. Merci pour, cet entretien et donc, Merci à vous. je vais rappeler, dans les commentaires bien sûr, mais ici également, Mmh. le titre de votre ouvrage, Le genre du capital. Donc c'est un ouvrage qui vient de sortir, il y a juste quelques semaines, et donc vous en êtes coautrice avec, Céline Bessière. Merci beaucoup Sybille et Merci à vous. merci pour votre temps. Au revoir. Au revoir.